Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce vendredi 10 décembre 2021 par visioconférence la 32e réunion du Conseil de ministres. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 3. Point d'information. 4. Examen et adoption des dossiers. Et 5. Examen et adoption des textes. La communication du président de la République a porté essentiellement sur 3 points, à savoir 1. De l'opérationnalisation du Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC. Le président de la République a rappelé aux membres du Conseil la nécessité de rendre opérationnel le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC. Cet outil, conçu pour matérialiser sa vision d'accompagnement du génie des créativités de jeunes entrepreneurs congolais, œuvrant dans les secteurs informels et ne disposant pas de moyens financiers. C'est ainsi qu'il a chargé le ministre de l'Entrepreneuriat et celui des Finances de travailler urgemment pour doter cette structure, pourvue d'animateurs depuis le mois de mai 2021, des ressources nécessaires à la réalisation de son objet social. Un rapport irrélatif devra être présenté au Conseil des ministres. Le deuxième point de la communication du président de la République a porté sur la construction des cités modernes. Face à la nécessité d'améliorer les conditions d'hébergement de nos concitoyens et de nos forces de sécurité, conformément à sa vision, le président de la République tient à la relocalisation de camps militaires, de camps des militaires et des policiers, à des endroits plus appropriés et de réaménager les 10 sites en des nouvelles cités modernes aux standards internationaux. Pour matérialiser cette vision, une société congolaise a été sélectionnée. Elle a signé avec le ministre d'État, ministre d'aménagement du territoire, le 16 novembre 2020, un accord de maîtrise d'œuvre des promotions immobilières. Le président de la République a encouragé les membres du gouvernement concernés par cette action à prendre les dispositions nécessaires pour assurer un accompagnement à la société de gestion du projet qui devrait être créé dans les meilleurs délais sur le leadership de la ministre d'État, ministre du portefeuille en vue de sa réussite. Il sera notamment question de mettre à la disposition du projet des sites et terrains concernés et de veiller à ce qu'ils ne soient pas spoliés. Les derniers points de la communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur l'appropriation et la capitalisation du tableau de bord numérique de suivi et d'évaluation des réformes. Le président de la République a salué la synergie créée entre la cellule climat des affaires de la présidence de la République, la primature et les ministères du plan, laquelle synergie a permis de parfaire la feuille de route ainsi que les assignations et réformes du climat des affaires pour chaque ministère. Dans la même logique, la cellule climat des affaires de la présidence de la République a présenté un tableau de bord numérique permettant d'assurer un suivi et une évaluation en temps réel des assignations données à chacun de 16 ministres impliqués dans la chaîne du réforme de climat des affaires. Le chef de l'État a aussi noté que les différents points focaux des ministères concernés, ainsi que la plupart des ministres, ont déjà été formés et sensibilisés à cet outil de gouvernance axé sur les résultats. Il a validé les tableaux de bord numériques de suivi et évaluation de réforme. Cet outil sera étendu à l'ensemble de l'action gouvernementale. Quant aux assignations qui n'ont pas été prises en compte dans les systèmes, le président de la République a encouragé la synergie précitée à continuer à travailler en vue de leur transmission matérielle aux ministres concernés. Avec cet outil, moi-même et le Premier ministre pouvons désormais identifier avec exactitude à quel niveau la chaîne bloque et au moment opportun. Le même outil permettra de tirer les conclusions qui s'imposent, a conclu le président de la République. Au chapitre de points d'information du Conseil des ministres de ce jour, le vice-premier ministre
ministre de l'Intérieur, décentralisation, sécurité et affaires coutumières, a fait le point sur l'état du territoire national qui demeure généralement calme en dépit d'un cas d'insécurité enregistré dans la partie Est où se poursuivent les opérations militaires dans le cadre de l'état de siège. L'état d'esprit de la population a été notamment marqué par la tenue à Kinshasa de la 7e édition du Forum économique dénommé Makutano et de la conférence régionale de femmes sur la paix et la sécurité. La nomination par le président de la République des mandataires publics à la GECAMIN, à la Direction générale des douanes et accises, à la Direction générale des impôts et à la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GERAD. Il a également évoqué la récurrence des cas des naufrages des embarcations dus au non-respect de la réglementation en matière de navigation fluviale. Les derniers faits rapportés dans la province du Bas-Ouélé, sur la rivière Ouélé, en territoire de Poko, fait état de 8 morts et 8 rescapés. Dans la province de la Chuapa, sur la rivière éponyme, un autre naufrage a occasionné les décès des 10 compatriotes et 110 autres ont été portés disparus. Les ministres d'État, ministre de l'Aménagement du territoire, y a été délégué avec l'appui du gouvernement. Le vice-premier de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a aussi informé le Conseil de la persistance de la confusion entre l'exécutif provincial et l'organe délibérant dans la province du Sud Kivu. Il a enfin fait mention de la démission du gouverneur de la province du Nord Ubangi pour des raisons de convenance personnelle. Toujours sur ces chapitres sécuritaires, la vice-ministre de la Défense nationale et ancien combattant a fait le point au Conseil de la situation sécuritaire dans les différentes zones de défense. Elle a indiqué que le ministre de la Défense poursuit sa mission d'évaluation de l'état de siège et de supervision à la tête d'une commission mixte Parlement, Forces armées de la République démocratique du Congo. Un rapport s'est rapporté à la connaissance de membres du Conseil au terme de cette mission. En ce qui concerne les opérations concertées ciblées, Forces armées de la République démocratique du Congo et Forces de défense du peuple ougandais, la vice-ministre de la Défense a indiqué qu'en plus des opérations militaires préliminaires en cours pour l'éradication des terroristes et des ADF et leurs supplétifs, le génie militaire des deux armées entreprend des travaux de construction et des réhabilitations de routes sur les axes Mbao, Kamango et Nobili-Semliki-Beni dans l'objectif de rendre fluide et de sécuriser davantage le mouvement des militaires et les mouvements des déplacements des populations. Dans les secteurs opérationnels Ituri, Sokola de Nord Kivu et Sokola en Grand Nord, l'alerte maximale des unités de ces secteurs reste de mise. Les opérations de traque se poursuivent sur tous les axes contre l'activisme de groupes armés. Elle a aussi informé le Conseil des bilans des opérations ces derniers jours dans cette partie du pays. Au sujet de l'évolution de l'épidémie à Covid-19, le ministre de la Santé, intervenant sur ce chapitre de points d'information, a informé le Conseil de la situation globale de la pandémie Covid-19 dans les pays. Il a confirmé la tendance haussière de nouveaux cas, notamment celle des cas importés qui a poussé les gouvernements à actualiser les mesures déjà en vigueur dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Une recrudescence de cas de grippe saisonnière est observée actuellement et qu'il faille faire les diagnostics différentiels avec les symptômes de la Covid-19. La population est de ces faits invitée à se faire tester régulièrement devant tout associé ou non à la fièvre pour toutes les personnes à risque ou les plus exposées à l'aide de tests rapides, à savoir le professionnel de santé, les personnels enseignants, les agents et cadres des entreprises publiques et privées et ou toute autre personne exerçant une activité nécessitant de nombreux cas contacts. Le ministre de la Santé a en même temps profité pour faire le point de l'évolution par vague de la pandémie à Covid-19. La pandémie en République démocratique du Congo a sévi en 3 vagues distinctes. Nous tendons vers la confirmation d'une 4e vague
au regard de la montée des statistiques de contamination actuelles. Ceci pourra être mieux expliqué à la 4e semaine. Pendant la première vague est-il revenu, étalé entre le mois de mars et de juin 2020, avec en moyenne 500 cas par semaine. Le grand défi était de faire les diagnostics et la prise en charge clinique avec un taux d'occupation de lit de 80%. La deuxième vague, avec une moyenne de 700 cas par semaine, était la réplique de la première, mais avec extension progressive dans les provinces et un taux d'occupation de lit de 5%. La troisième vague, avec une moyenne de 2500 cas par semaine, elle s'est caractérisée par l'apparition et la circulation des variants, dont les variants indiens très contagieux et meurtriers, et un taux d'occupation de lit qui tend à remonter entre 20 et 25%. Au sujet de la montée des cas en cours, il y a certes beaucoup de contaminations, mais il y a très peu de cas de létalité. Les défis majeurs de cette pandémie demeurent à ce stade. Les refus de l'acceptation des vaccins par la majorité de la population, au moment où, partout dans le monde, les mesures simples de santé publique, comme le respect strict des gestes barrières, commencent à montrer leurs limites pour le contrôle de la pandémie. Il a terminé son intervention en revenant sur la nécessité, pour tous ceux qui ne le sont pas encore, de se faire vacciner, de se prémunir des cas graves de la maladie. Invité spécialement pour faire l'évaluation de la conjoncture économique, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait le point de la conjoncture économique qui demeure caractérisée au plan national par la poursuite de la stabilité du cadre macroéconomique sur fond de la bonne coordination de politiques monétaires et budgétaires et à l'absence d'un choc majeur. Au cours de la première semaine du mois de décembre courant, l'indice de prix à la consommation est resté stable. Le taux d'inflation hebdomadaire s'est établi à 0,115% contre 0,112% la semaine précédente, portant les cumuls annuels à 4,47%. À ces rythmes, l'inflation s'établirait à 5,2% à fin décembre 2021 contre un objectif de 7%. Le marché d'échange est resté globalement stable, attesté par des faibles variations du taux d'échange sur les deux segments du marché. En cumul annuel, le taux de dépréciation du franc congolais est de 1,37% et à l'indicatif est de 0,86% au parallèle contre une perte de pouvoir d'achat de la monnaie de plus de 14% à la période correspondante en 2020. Grâce à la conclusion de la première revue du programme avec le Fonds monétaire international, le prochain décaissement de la quotité d'appui budgétaire prévu pourra également conforter la situation de réserve dont le niveau est déjà établi à 3,3 milliards de dollars américains, correspondant à plus de 3 mois de portation de biens et services. Elle a indiqué que le gouvernement s'est engagé à accélérer les réformes retenues dans le cadre du programme avec le Fonds monétaire international à l'effet de garantir une croissance inclusive et durable en République démocratique du Congo. Ces efforts du gouvernement ont été salués après le passage de Mme Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international. Le Conseil des ministres a pris acte de son rapport. Au chapitre 3 du Conseil des ministres de ce jour relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil des ministres, le Conseil des ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 31e réunion tenue le vendredi 3 décembre 2021. Au chapitre 4 de ce Conseil des ministres, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, 2 textes ont été soumis à l'examen du Conseil des ministres. Le premier, sur la problématique des inondations post-fluviales dans la ville de Kinshasa. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics, a présenté au Conseil, à la suite de la recommandation du Président de la République, faite à la 30e réunion du Conseil des ministres, le dossier relatif à la problématique des inondations post-fluviales dans la ville-province de Kinshasa. Identifiant les causes des inondations dans cette ville conçue pour 400 000 habitants, mais qui abrite actuellement plus de 12 millions d'habitants suite au boom démographique,
Il a évoqué le manque de mise en œuvre des différents plans d'aménagement, l'urbanisation désordonnée et galopante, l'absence d'un système de gestion efficace de déchets dans la ville, entraînant les rejets des déchets solides dans les caniveaux, collecteurs et cours d'eau, l'irrégularité du dragage de voies fluviales et des curages de collecteurs et des cours d'eau, l'insuffisance de la capacité d'évacuation des ouvrages hydrauliques existants, le changement climatique avec une pluviométrie importante et plus intense. Il a indiqué que la résolution de cette problématique passe par l'application d'une série de recommandations qui nécessitent des moyens financiers conséquents. Il s'agit notamment de la mise en œuvre du plan d'aménagement de la ville, schéma d'orientation stratégique d'agglomération quinoise, SOSAC, l'actualisation de la cartographie du réseau d'assainissement, la planification des interventions de dragage et d'écurage systématiques sur les réseaux hydrographiques et assainissement, la gestion efficace et solide des déchets solides, la mise en place du plan de prévention des risques d'inondation de la ville, le financement des études d'assainissement de la ville et la campagne de sensibilisation citoyenne pour une prise de conscience sur ces sujets. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a précisé que les services s'attellent à finaliser les évaluations des différentes interventions nécessaires pour chiffrer les coûts d'intervention avec détail de mise en œuvre en vue de pallier la situation actuelle. Par-dessus tout, a-t-il insisté, il s'avère nécessaire pour la ville-province de Kinshasa, comme pour plusieurs d'autres villes de la République démocratique du Congo, de financer une étude de redimensionnement du réseau de drainage à la suite de laquelle il sera possible de construire des ouvrages d'assainissement requis. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces dossiers. Deuxième dossier soumis au Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'état des lieux du projet de construction du port en eau profonde de Banana. Le ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements, a soumis au Conseil le dossier relatif à l'état de lieu du projet de construction du port en eau profonde de Banana. Partant d'un rappel de faits, il a expliqué les principaux points de la convention de collaboration portant délégation de services publics pour le port en eau profonde de Banana, signée en mars 2018 avec le groupe Dubai Port World. Cette convention de collaboration a été soumise depuis le mois de novembre à une renégociation suivant les instructions du président de la République, dans l'objectif de garantir les intérêts de l'État congolais dans ce projet. Quant aux actions à réaliser, le ministre des Transports, voie des communications et des désenclavements, a évoqué une série de mesures, parmi lesquelles la finalisation de la rédaction des compromis des négociations et la signature de l'avenant y afférent. Et ces documents devraient être délibérés en Conseil des ministres et faire l'objet d'un décret du Premier ministre. La mise à disposition effective du concessionnaire des terrains du projet libre de toute contrainte, la mobilisation du financement pour la construction de la route Banana-Matadi, la prise d'un arrêté interministériel accordant les exonérations fiscales, parafiscales et douanières légales applicables aux conventions de collaboration et aux projets de coopération. Il a conclu son intervention en réitérant la détermination du gouvernement à amorcer les développements des atouts internes de notre pays face aux nombreux défis d'intégration régionale et d'épanouissement de l'économie nationale. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Au dernier chapitre du Conseil des ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, 6 textes ont été soumis à examen aujourd'hui. Premier texte, projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le ministre d'État, ministre du Développement rural, représentant la ministre d'État, ministre de la Justice en mission, a présenté à l'attention du Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 17 décembre 2021. Cette prorogation permettra à nos forces armées
de consolider les acquis des opérations militaires en cours et de parvenir au rétablissement de la paix dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Deuxième texte, projet de loi de ratification de l'accord de financement du projet Pont-Route-Rail. Le ministre d'État, ministre du Plan, a soumis au Conseil le projet de loi portant autorisation de la ratification de l'accord relatif au financement, à la construction et à l'exploitation du pont-route-rail sur le fleuve Congo entre les villes de Brazzaville et Kinshasa, conclu le 11 novembre 2019 à Johannesburg, en Afrique du Sud, entre la République démocratique du Congo et la République du Congo. Il a indiqué que cet accord détermine le principe de coopération entre les États dans le cadre de la mise en œuvre du projet dans tous ses aspects liés tant au financement, à la conception, à la construction, à l'exploitation ainsi qu'à l'entretien, aussi bien du pont-route-rail que des postes de contrôle uniques frontaliers des positions de voie d'accès situées entre le pont et les postes de contrôle uniques et frontaliers. Le coût total du projet, incluant notamment les coûts de travaux, les coûts de développement et les charges financières, s'élève à 713,4 millions d'euros, financés à hauteur de 70% par un financement bancaire sollicité par les sociétés de projet et à hauteur de 30% par les fonds propres apportés par les actionnaires de sociétés de ce projet. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ce projet de loi. Le ministre des Finances a pour sa part soumis 3 projets de loi au Conseil des ministres de ce jour. Le premier est le projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt du 25 novembre 2021, conclu entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement au titre du programme d'appui au développement agropastoral d'Ngandajika, avec un financement de 71 millions de dollars américains. Ce projet a pour objectif spécifique de développer des infrastructures structurantes dans la zone d'influence du programme et de mettre en place un cadre favorable à l'investissement du secteur privé agro-industriel, ce qui apportera de la valeur ajoutée aux chaînes de valeur prioritaires, gage de création de richesses, de réduction de pertes de devises dues aux importations massives et d'amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La mise en œuvre de ce projet permettra d'assurer le développement de cette partie du pays. Le second texte soumis par le ministre des Finances, relatif à l'autorisation de ratification de l'accord de prêt du 25 novembre 2021, conclu entre la République démocratique du Congo et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique au titre de projet de réhabilitation de la voirie de Kinshasa. Un total de 14 artères de la ville-province sont concernés par ce projet, financé à hauteur de 50 millions de dollars américains. Il vise à désenclaver les quartiers populaires et assurer la liaison intercommunale, à rendre viable la circulation des personnes et de leurs biens, à améliorer les conditions de drainage des eaux pluviales et ménagères en contribuant à l'assainissement urbain, à décongestionner les trafics routiers et à contribuer au développement socio-économique de la capitale. Le troisième projet de loi, présenté par le ministre des Finances, est relatif à l'activité et au contrôle des établissements de crédit. Il apporte des réponses adéquates aux faiblesses et limites des lois 003/2002 du 2 février 2002, face notamment aux défis nouveaux du paysage bancaire congolais. Les innovations apportées dans ces projets de loi permettront à l'État congolais d'éviter les défaillances bancaires et de protéger de manière optimale les déposants ainsi que tous les systèmes financiers. C'est le cas de citer l'obligation faite aux établissements de crédit d'adhérer à un système de protection des dépôts mis en place par les gouvernements et le pouvoir reconnu à la Banque centrale du Congo de procéder au gel des avoirs des personnes sanctionnées par les États ou autres organismes internationaux. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces 3 projets de loi.
Dernier texte soumis à l'approbation du Conseil des ministres de ce jour. La ministre des Mines a soumis au Conseil le projet d'arrêté interministériel portant approbation du manuel des procédures de gestion de la dotation de 0,3% minimum du chiffre d'affaires pour contribution au projet de développement communautaire dans les secteurs miniers. Ces textes approuvent le manuel de procédure conformément aux dispositions pertinentes du règlement minier, déterminent les institutions chargées de son exécution et fixent le moment de son entrée en vigueur. Les fonds rendus disponibles par les sociétés minières et logés dans les comptes-refuges n'attendaient que la mise en place du cadre juridique et l'opérationnalisation de l'organisme spécialisé devant les gérer au profit de communautés locales. La signature de cet arrêté interministériel va ainsi favoriser leur mise à disposition aux bénéficiaires et concrétiser l'engagement du gouvernement à améliorer la gouvernance dans la gestion des ressources naturelles, garantissant un développement durable du pays profitable à toutes les générations. Complétant la ministre des Mines, les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale a indiqué que le manuel de procédure est une mesure d'application de la législation minière. Son strict respect par les différents intervenants dans la gestion de la dotation conditionne l'efficacité du système de gestion qui devra se traduire par des contrôles réguliers pour uniformiser les règles et pallier les différents risques qui résulteraient d'une irrégularité, d'une malversation, d'une erreur d'exécution et surtout d'une négligence. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'arrêté interministériel. À la fin du Conseil des ministres, une exhortation a été faite pour une intention de prière dans nos foyers et dans nos églises respectives ce dimanche pour le retour de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Commencée à 12h06, la réunion du Conseil des ministres a pris fin à 18h20. Je vous remercie. Qui ne nous sera jamais dépouillé.